Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis et bon dimanche. Un panier bien plein ce matin dans Ferniaud fait le marché. Et oui, parce que dans notre époque actuelle, dans ce monde mouvant, tourbillonnant et dans le milieu professionnel et notamment celui des métiers de bouche, il n'est pas rare que les gens aient ce qu'on appelle plusieurs casquettes, plusieurs cordes à leurs arcs. Figurez-vous, c'est de ça qu'on va parler ce matin, de gens qui font des tas de trucs. Et croyez-moi, je connais bien le sujet. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Pour entamer cette émission, j'ai passé un coup de fil de l'autre côté de la planète, et oui, vive le téléphone, à mon ami, à mon successeur, à mon poulain, presque, Loïc Ballet. Salut Loïc. Ah ben oui, je préfère être le poulain que la pouliche, hein, ça c'est sûr. Ah ben écoute, Loïc, vous le savez certainement, Loïc Ballet, qui fait les beaux jours de Télématin. Depuis combien de temps maintenant, Loïc, d'ailleurs ? Ça fait à peu près 10-12 ans à peu près. 10-12 ans. Je cuisine dans Télématin. Ouais. Voilà, et ça a été évidemment j'ai été pris au berceau, hein, un peu comme toi, mais il y a plus longtemps parce que je suis plus vieux que toi. Donc en cela, c'est vrai qu'on a partagé pas mal de Télématins, toi et moi. À nous deux, je pense qu'on bat le record de tout le monde, hein, si on additionnait nos Télématins. C'est vrai. Alors donc les téléspectateurs te connaissent bien, les auditeurs également. Parce que en dehors de Télématin où on te voit courir la France, là je disais, moi aussi tu sais que j'ai ce virus d'avoir les pieds dans le terroir. Toi tu es auvergnat de naissance et tu portes ton savoir-faire et ta gourmandise absolument partout en France, et ça les gens le savent bien, mais aussi sur France 3, où tu as un programme vraiment régional pour le coup. Ah bah ouais, bien sûr, j'ai ce magazine qui s'appelle On Vadrouille, Télématin depuis 12 ans, et puis là, tu vois, à l'heure actuelle, je suis à Québec pour préparer justement des chroniques pour Télématin pour cet été. C'est pour génial. ça que nos voix passent les continents, voilà. Alors, j'avais eu ce bonheur, il y a, je dirais, il y a peut-être bien 25 ans, ou 30 ans, d'aller au Québec avec l'Énergie. À l'époque, on avait fait un voyage au Québec, mais c'est vrai que nos cousins de la belle province, on aime bien aller les visiter, hein. Ah bah ouais, puis c'est tellement gourmand, tu vois, c'est peut-être ça, parce que j'ai rencontré Pierre qui a soit 80 ans et qui m'a raconté justement qu'il y a 20 ans, il y avait un chroniqueur qui était venu tourner chez lui sur le sirop d'érable. Le mec ressemble entre le Père Noël et Chewbacca. C'est ça, les cabanes à sucre. C'est toi, en fait, d'accord, parce que voilà, en fait, tu sais marrant. maintenant. Hier, je tournais avec lui. Il a un bon coup de fourchette et un bon coup de coude aussi, donc ouais. C'est pas mal. L'accueil des cousins, entre cousins, on se reçoit bien. Et c'est vrai que oui, c'est un terroir magique parce que c'est un terroir merveilleux qu'on connaît pas trop, parce que nous, les Français sont toujours un peu prétentieux en cuisine, donc on a l'impression que tout se fait chez nous. Et en fait, non, il y a des codes complètement différents. Hier encore, avant de me coucher, je goûtais la poutine, qui en même temps a ses codes aussi et qui n'est pas que ce plat un peu ragoûtant qu'on peut regarder de loin. Ouais. Si c'est bien fait, de toute façon, les choses quand elles sont bien faites, elles sont bonnes en général. C'est exactement ça. Et là, d'ici 2 heures, parce que là, il est que 5 heures du matin. Mais enfin, là, en gros, d'ici 2 heures, on part dans voir un producteur de fromage qui a transformé une église et une abbaye en production de fromage et qui fait du bleu, du persillé, des pâtes. Voilà, et ça c'est intéressant parce que ça nous surprend et c'est ce qu'on essaye de faire. Et toi à la radio et moi à Télématin. Enfin voilà, il faut toujours surprendre et en même temps apprendre. Nous, parce que nous on apprend aussi. C'est ce qu'on aime. Et puis goûter des trucs qu'on connaît pas encore, ça aussi c'est ce qu'on aime. Loïc, je t'ai appelé alors évidemment pour évoquer cela, mais plus encore puisqu'on est dans les doubles casquettes ce matin, je voulais parler de tes épiceries. Parce que tu as été mordu par le virus. Alors, on a le même, celui des produits de terroir, mais toi, tu as été jusqu'à dire, il faut que je les propose à mes spectateurs, à mes clients, il faut que je partage ces beaux produits.
Ouais, c'est l'idée. Il y a 5 ans, on s'est lancé. En fait, c'est-à-dire quand tu es chroniqueur gastronomique, tu parcours les territoires, tu rencontres des entrepreneurs, parce qu'on l'oublie en fait. Mais nos agriculteurs, ce sont des entrepreneurs en fait, avant tout. Hein. Et en fait, je me suis dit, mais mince, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Une fois qu'un sujet est diffusé, qu'est-ce qu'il en reste? Un replay sur une plateforme, et puis voilà. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de plus concret, de plus physique. Et donc il y a 5 ans, avec mon ami d'enfance, on est tous les deux stéphanois, Elodie, on s'est lancé dans la création d'une boutique, l'épicerie de Loïc. Alors aujourd'hui, on en a 2. D'accord, ouais. Une au marché Saint-Quentin, qui est un grand marché couvert. Oui, entre Gare de Nord et Gare de l'Est, effectivement. Enfin, de l'autre côté du boulevard, hein. Il faut passer aussi les pistes cyclables, c'est pas toujours facile d'ailleurs. mais bon, quand on a l'envie des papilles, on y arrive. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui est assez magique. Donc on a 2 endroits, et l'idée c'est d'en avoir que des produits de producteurs que j'ai rencontrés, que nous achetons en direct, c'est-à-dire qu'on veut pas d'intermédiaire, pour permettre en fait une meilleure valorisation déjà du produit auprès du producteur. On négocie pas le prix, c'est un des principes aussi. Ouais. Et puis avoir un prix au plus juste, et pour le consommateur et pour le producteur. Donc c'est assez chouette. Donc c'est en fait, tu dégommes les intermédiaires, et c'est une bonne chose, hein, parce que c'est souvent les intermédiaires qui créent des chaînes de coûts au lieu de créer des chaînes de valeur, et qui font que c'est le consommateur final qui paye trop cher son produit. C'est comme s'ils achetaient directement chez le producteur, pratiquement, avec toi. C'est exactement ça. Alors nous, on vend pas de lait, mais on connaît tous le drame des producteurs laitiers à qui on achète du lait quelques centimes de litre, alors que nous, on le paye pas ce prix-là. Voilà. Donc c'est assez fou, et c'est passionnant aussi, parce que en fait, on rencontre plein de gens, et c'est vrai que depuis quelques jours, on se prépare à une petite nouveauté dans notre épicerie avec l'arrivée d'une grande maison de verre qui s'appelle Duralex. Et on s'est rencontrés il y a 6 mois, parce que dans mon épicerie, je fais aussi de temps en temps de privatisation pour des marques ou des maisons qui veulent avoir quelques heures, un endroit sur Paris pour raconter leurs produits. Et donc il se trouve qu'il y a 6 mois, la Scope Duralex fait une privatisation pour faire un petit déj, pour raconter aux journalistes, à nos confrères, comment ils se relançaient. Et d'un coup, on se regarde, et je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas d'endroit de point de vente, de boutique à vous sur Paris? Il me dit, non, parce que on est d'abord... non, on est vendu dans les cantines, nous. Voilà, on est vendu dans les cantines, on est vendu en grande surface, et on est des verriers. Et donc, d'un coup, je dis, mais en fait, moi, j'adorerais vous avoir. Et donc, on réfléchit pendant les vacances de Noël, et puis, il y a quelques semaines, on fait un plan, un petit croquis sur et on va ouvrir, là... le café Duralex. C'est-à-dire, cette idée, c'est de se dire que on vient dans l'épicerie, on a nos produits de producteurs sourcés, et de l'autre côté, d'un côté de la boutique, on aura le Picardie, le verre Gigogne, tous ces verres qu'on fait notre enfance. Et c'est rigolo, parce qu'on n'a pas le même âge, mais ils ont fait notre enfance à toi et à moi, en fait. On n'a pas le même Loïc, on n'a pas le même âge, d'autant que l'âge, il est marqué sous les verres, hein. C'est bien. Voilà, c'est ça. C'est bien. T'as quel âge? Tu retournes le verre? 9 ans. Ah bah non. mais c'est très marrant, parce que là, ça fait quelques jours qu'on a installé dans la boutique pour se préparer pour cette arrivée. Et en fait, les gens poussent la porte, et c'est transgénérationnel. Et donc, c'est assez génial, parce que les anciens viennent en disant, c'est un bout de notre histoire, il y a un côté nostalgique. Et puis de l'autre, tu as des jeunes qui, eux, il y a un côté un petit peu comme ces marques comme Kawaii qui revit, ou des marques comme ça qui ressortent, qui ressuscitent. En fait, pour les jeunes, il y a un côté revival, qui est assez marrant, en fait, et c'est touchant, parce que c'est une marque qui est vraiment transgénérationnelle. C'est dans notre pop culture, hein, à tous, hein, le verre Duralex, les verres Duralex, hein, parce que chacun. Alors, en plus, ils fêtent leurs 80 ans, donc c'est plutôt génial, parce que ça fait depuis 1945 que la marque existe, et 46, c'était le verre Gigogne, ce premier verre, vous savez, c'est le verre rond, le verre Gigogne, c'est vraiment celui de la cantine. Hein. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans cette histoire, comme tu le dis, ça fait partie de notre culture à tous. Hein. Tous ceux qui ont été à l'école, en tout cas, donc ça fait du monde. Tous ceux qui ont mangé à la cantine. Et puis, rappeler que le café Duralex, tout d'un coup, moi, j'ai eu une image. Parce que pendant que nous, on buvait dans des brocs à eau, une eau parfois javelisée, hein, dans ces verres à la cantine, et bien, derrière, le personnel des restaurants scolaires, souvent, ils buvaient le café dans ces gros verres, parce que
c'était évidemment, il y avait qu'une verrerie, et puis elle est épaisse, et je me voyais encore voir les cuisiniers boire le café du matin dans ces verres Duralex. Hein, toi comme moi, on se balade pas mal en France, moi pour Public Sénat, et c'est vrai que je vais souvent dans des restaurants scolaires, et ça n'a pas bougé, hein, au fond, de ce point de vue-là. Et c'est rigolo parce que tu parles du verre Gigone, mais il y a aussi le Picardie qui est aujourd'hui. Alors nul n'est prophète en son pays. C'est très rigolo parce que pourquoi on s'est dit on va appeler ça l'épicerie publique et le café Duralex, parce que en fait dans les autres pays comme par exemple l'Espagne, les Pays-Bas ou même en Amérique, on te sert. Alors en Espagne on te sert l'expresso dans un petit Picardie, dans un petit verre Picardie dans les bistrots, et certains cocktails ou bartenders, c'est même très branché aux Pays-Bas ou en Belgique, on te sert des cocktails dans ces verres-là, en fait. Voire en Californie, ils servent le vin. J'ai vu une marque, un domaine de vin dans la Napa Valley qui faisait une pub sur Instagram en mettant du rosé dans un verre Picardie. Ce qui paraît inconcevable parce que, je disais, on est un peu prétentieux, les Français, on sert toujours dans un verre à pied, le vin. Mais en fait, c'est rigolo parce que, en fait, ce verre Picardie, comme il est made in France, c'est quelque chose de très, presque précieux à l'étranger. Il y a un côté, la French touch qui arrive dans le verre, et donc il y a cette culture-là que nous on n'a pas, et donc c'est assez marrant parce que avec ce retour, je vois des jeunes qui arrivent et qui eux l'achètent pour ça justement. Eh ben écoute, chez nous, on a un bar qui s'appelle le Moonshiner, qui est un des derniers vrais bars de Paris avec des cartes de cocktails chaque semaine qui changent tout ça. Et eux sont tout de suite venus dans la boutique et nous ont pris des verres parce que en fait il y a quelque chose il y a une sorte je trouve ça génial de ces marques anciennes qui racontent un bout de notre histoire et qui deviennent branchées, alors qu'il y a quelques années elles étaient un peu dénigrées, voilà. Un peu regardisées, bah oui, mais c'est normal, hein, c'est tellement en nous. Merci beaucoup Loïc. Tu nous redonnes l'adresse du coup du café Duralex et de ton épicerie? Le café Duralex dans l'épicerie de Loïc, c'est rue Sedaine, c'est le 7 rue Sedaine, c'est aux portes de Bastille quand on arrive par la gare de Lyon, si on arrive d'ailleurs, ou sinon boulevard Richard Lenoir quand on est parisien. Voilà, quand on vient du sud, c'est juste à côté de la Bastille, ça mérite d'aller boire un café dans un beau verre Duralex. Merci Loïc, et écoute, je te souhaite de bons tournages au Québec. Et je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. T'es bien content. Oui, écoute, je veux pas me moquer de l'accent, j'adore. Oui, exactement. Rapporte-moi du sirop d'érable, hein, mais pas le plus clair, hein. Pas le plus clair, j'aime bien qu'il soit un peu. C'est le plus intense. C'est le cas du goût, quoi. Allez, merci. Allez, à bientôt. Ciao. On se retrouve dans 2 minutes et on continue avec les hommes à plusieurs casquettes. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Sorti de l'épicerie de Loïc Ballet, je me suis rendu directement à l'ouverture d'un nouveau bistrot à vin. Mais celui qui le tient, c'est pas n'importe qui. Chef sommelier du Crillon, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France, Xavier Tuisa, j'ai été le rencontrer, on a parlé vin. Ça vous étonne ? Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Xavier Tuisa. Bonjour Vincent. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai dit bistrot à vin. Parce que quand on passe dans la rue Jean Goujon, là on est vraiment dans le beau quartier du 8e, juste derrière l'avenue Montaigne, à 2 pas du Grand Palais où j'étais la semaine dernière à Taste of Paris. Et c'est un endroit presque caché, j'avais jamais noté cet hôtel. C'est effectivement une rue confidentielle, un endroit caché, une demeure vraiment précieuse. Et effectivement, Grappille a élu domicile ici, à cette adresse-là, dans le 8e arrondissement, dans un endroit qui se veut aussi à la fois un petit peu intimiste et un lieu de décontraction. Mais c'est un bistrot à vin ou c'est un bar d'hôtel ? C'est un bar à vin, hein. C'est un bar à vin, très clairement. C'est une entité de bar à vin qui a la vocation d'être un peu une ambassade œnologique, hein. C'est un lieu où on retrouve tous les jeunes talents, toutes mes rencontres, tous mes coups de cœur, tous mes coups de cœur en termes de vignerons, de lieux, de philosophie de vin. Et on retrouve ici une partie de toutes mes rencontres, c'est que des rencontres humaines ici. Xavier Tuisa, je le disais en introduction, vous n'êtes pas quelqu'un qui chôme, hein, quand on voit le nombre de casquettes que vous avez, et notamment parce que vous êtes le chef sommelier d'un très bel hôtel parisien, le Crillon, qui vous prend énormément de temps. Pourquoi cette boulimie ? Pourquoi travailler plus ? Pourquoi en vouloir plus ? Vous avez pas assez à faire ? Si, effectivement, mais il y a surtout avant tout une furieuse envie de partager. C'est vraiment ça, c'est de faire savoir
au plus grand nombre qu'il y a des talents partout en France, et c'est faire la promotion du vin, parce qu'aujourd'hui, le vin est un grand danger. Le vin est dans une situation complexe. La France vient d'arracher 75 000 hectares, 1/10 de son territoire. Et beaucoup dans le Bordelais. Hein. Et beaucoup à Bordeaux, effectivement. Il y a une sonnette d'alarme. Et moi, mon rôle, c'est d'être un ambassadeur du savoir boire, du savoir vivre, et de reconquérir le cœur des Français. Et je trouve que démocratiser dans un lieu de vie, dans un bar à vin, décomplexer le vin, c'est ça aussi ma vraie mission. Oui, mais enfin, l'image de la grande hôtellerie, de la grande restauration, ici, restaurant étoilé, etc., c'est aussi l'image de vin cher, de vin inaccessible. Qu'en est-il ici, quoi ? Alors, effectivement, merci Vincent, parce que c'est une très bonne question. On commence ici à 12 € le verre. 12 €, 15 €, c'est de très beaux vignerons, des doses, je dois venir, généreuses. Oui. Mais effectivement, c'est ça aussi, c'est tendre la main aussi vers des vins accessibles, et pas seulement des élites. Il y aura bien sûr des grands crus au verre ici, on pourra goûter des vins rares et précieux au verre, jusqu'à 7 centilitres pour se faire l'éducation, le palais, et puis après des vins beaucoup plus, je dirais, canailles, qu'on va chercher au verre à 14 centilitres. Mais c'est ça aussi, c'est d'avoir tous les budgets pour répondre. On peut rester ici dans ce bar à vin Grappille 15 minutes, 20 minutes, 3 heures, parce qu'il y a des vins au verre, mais aussi une carte à la bouteille qui est magnifique, avec des appellations un peu rares, comme un Puligny Montrachet rouge. Rouge ? Oui, monsieur, on connaît bien les blancs, mais les rouges sont rarissimes. Seulement 300 bouteilles. On a réussi à récupérer pour Grappille 24 bouteilles de ce nectar si précieux. Alors déjà, vous n'êtes pas chauvin, parce que vous êtes du village d'à côté, vous êtes de Meursault, donc déjà servir du Puligny au Montrachet, ça doit vous faire mal. Ouverture d'esprit. Je suis à 2 kilomètres. Effectivement. Voilà, en tout cas, cette âme bourguignonne, elle rejaillit dans tous vos goûts. Hein. Je voudrais faire un petit focus sur votre profession, parce que je crois que ceux qui nous écoutent savent très bien ce que c'est qu'un sommelier. C'est l'homme qui est en charge en salle de venir vous proposer les vins et les boissons. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que les vins. Le thé, les tisanes, les cafés, c'est aussi l'œuvre du sommelier. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chef sommelier dans un grand hôtel ? Est-ce que vous êtes encore au contact de la clientèle en salle, ou est-ce que vous avez à gérer la cave, le personnel de sommellerie ? Il y a 3 choses importantes. La première, c'est prendre soin de ses équipes. C'est numéro 1. Numéro 2, c'est prendre soin de ses fournisseurs. Les domaines, les agents, se renseigner, prendre des nouvelles. Et puis enfin, c'est les clients. Donc effectivement, je dirais que ma journée, c'est 75-80% la gestion, les achats, comment on vend, est-ce qu'on vend bien, est-ce qu'on prescrit bien, et puis surtout les 20% restants, les plus fondamentaux, la clientèle. Parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui payent. Donc je fais tout ça pour eux. Mais quel est leur goût, leurs attentes, leurs envies ? Un chef sommelier n'achète pas seulement les vins qu'il aime, il achète les vins que ses clients aiment consommer. Ça, c'est le plus important. On a tendance aujourd'hui à oublier que c'est le client final qui paye, c'est lui qui a raison. Et s'il veut boire son sauterne avec des glaçons, qu'il en soit ainsi. Même si ça vous fait très mal. Ça me fait très mal, bien sûr, mais si c'est une porte d'entrée pour qu'il apprécie Sauterne et que demain, il découvre que Sauterne, c'est merveilleux sans glaçons, alors j'aurais gagné. Parce qu'il faut toujours laisser une part d'expression au client. Les glaçons, bien sûr, je pousse un peu loin, mais il faut toujours être à l'écoute de ce qu'ils aiment. Le sommelier a tendance à conseiller ce qu'il aime lui, mais ses goûts ne sont pas vos goûts, tes goûts ne sont pas mes goûts. Parfois si, mais parfois il y a des vins que tu aimes bien goûter, et moi, aujourd'hui, je voudrais goûter autre chose. Donc effectivement, il faut demander au client qu'est-ce que vous voulez boire. C'est plus important, être dans la bienveillance, comme si on s'occupait un peu de son oncle et de sa tante. Si je comprends bien, Xavier Tuisa, je ne veux pas vous faire dire ce que vous ne dites pas, mais ça veut dire que vous avez en cave volontiers des vins qui, ne vous plaisent pas plus que ça, en sachant que, en revanche, ils sont demandés. Oui, je prends un exemple très concret, les vins très boisés. C'est pas ma tasse de thé. Ah, le goût américain, vous voulez dire ? Le goût américain, mais je l'ai pas. Mais moi, je le dis, moi. Mais la clientèle, une clientèle, même française ou étrangère, adore le bois dans les vins. Parce que ça nivelle tout, en fait. Ça nivelle complètement tout. Et on n'a pas d'âme de terroir, d'âme de lieu, c'est inhibe par le bois. Mais par contre, ça donne du plaisir à des clients. Et tant que le client a du plaisir et est très content, je me dois de répondre et ne pas être sectaire. Tout comme les champagnes, on dit aujourd'hui les grandes maisons, c'est galvaudé, etc. Moi, chez moi, je ne suis pas de runard.
Mais pourquoi vous ne faites pas de renard ? C'est demandé par le public. Il faut satisfaire la demande. Bien sûr qu'on a d'autres choses. On a un renard, on a d'autres grandes maisons. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est les grandes maisons qui ont fait la Champagne. Sans elles, il n'y a pas de Champagne. Et donc, on a tendance aussi un peu à l'oublier, ça. Donc, il faut être ouvert à tout. Il faut surtout être dans cette philosophie de se dire « Je représente la France dans tout ce qu'elle fait, dans toute sa diversité. Et vive les caves coopératives, vive les vignerons indépendants et vive les grandes maisons. » Alors évidemment, ça sous-tend autre chose, c'est qu'un sommelier en salle ou dans un endroit, dans un bar d'hôtel, il est forcément, en matière de vin, je veux dire, plus malin que les clients et surtout bien plus instruit en matière de vin. Mais il ne faut pas que ça paraisse. Il ne faut pas faire perdre la face aux clients qui croient connaître. C'est, je pense, une des raisons pour laquelle les Français sont éloignés du vin, c'est que le discours des sommeliers était trop compliqué. Et donc, il faut effectivement simplifier les choses, fluidifier les choses. Se mettre à la portée. Et se mettre à la portée. Et surtout, chaque audace... Le vin, c'est un monde qui est un peu compliqué, qui paraît très compliqué. À nous de le rendre facile, digeste et surtout ludique. Il faut rendre la chose très ludique. Et donc, qu'un client sente la banane ou la poire, il a raison. Parce que s'il le dit, c'est qu'il le sent. Et donc, il ne faut pas dire « Non, monsieur, pas du tout, c'est le cassis ». Non, c'est une grosse faute. On laisse le client apprécier, faire un pas vers le vin et s'amuser. Un parcours, je dirais, éducatif. Ici, c'est un peu votre petit bar. Ça ouvre, là, cette semaine. Donc, vous êtes ici chez vous. Vous avez les coups des franches ? Oui, parce qu'effectivement, la maison me laisse totalement libre d'expression et grappille, qui signifie, je rappelle, grappiller les raisins. Donc, c'est la petite vendange clandestine après les vignons. Ben là, on va picorer, grappiller des verres de vin et des grappillettes. C'est le nom des tapas ici. Donc oui, complètement. C'est 100% le reflet de mes visites. Et une dernière question, j'ai vu que vous étiez très versé dans les boissons sans alcool, autour du vin, pour dire qu'on peut faire des accords aromatiques avec la cuisine et même au moment de la dégustation, sans alcool, ici aussi ? Oui, on va mettre en place aussi des thés et des cafés d'exception. Les thés, un thé heureux avec les champignons, c'est merveilleux. Quelques très grands cafés d'exception avec des volailles, des veaux, c'est magnifique. Donc on pourra s'essayer également à quelques expériences sans alcool. Bon, vous m'avez donné soif, Xavier Tuizard, on va lever le verre ? Allons-y, santé. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, on continue ce petit tour d'horizon dominical des hommes à plusieurs casquettes, enfin en tout cas à plusieurs activités. Et celui-là, croyez-moi, c'est quelque chose que je vous ai trouvé dans l'Est. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Direction le territoire de Belfort. Alors, vous savez, mes ascendants franc-comtois, c'est souvent la Haute-Saône et le territoire de Belfort, c'est un peu souvent les départements oubliés de la Franche-Comté, avec le Doubs et le Jura qui sont plus souvent cités. Et pourtant, Belfort, c'est une ville magnifique avec des très beaux artisans. Bonjour Paul Klein. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes chocolatier, confiseur, et moi je vous appelle à un autre titre. Je vous appelle pour parler de votre activité de formation, puisque vous donnez des ateliers toute l'année, à la fois en chocolaterie et en confiserie. Exactement, à Belfort, et aussi à l'international. Alors, Paul, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le nom de Klein à Belfort, c'est lié au chocolat. C'est une dynastie de chocolatiers, déjà. C'est ça, voilà. Donc, je travaille en tant que responsable de production dans la chocolaterie à Belfort, en face de la gare. Ouais. C'est une chocolaterie qui date de 1880. Ouais, ça commence à faire. Un petit peu d'ancienneté. Ouais. Et mon grand-père l'a repris en 1970. D'accord, voilà. Donc déjà 3 générations chez vous, en tout cas. Et alors, comment est-ce que vous êtes tombé dans la tempéreuse de chocolat, vous, tout naturellement, vous destiniez à autre chose, vous êtes revenu, ou ça a été dès votre enfance le choix presque induit? C'est ça, exactement. Le choix induit dès l'enfance. Je suis rentré par l'apprentissage à l'âge de 15 ans dans la chocolaterie familiale. J'ai fait un parcours classique d'apprentissage, CAP pâtissier. J'ai été meilleur apprenti de France en 2009. Ensuite, j'ai enchaîné sur un CAP chocolatier et un BTM chocolatier. Je me suis spécialisé dans la chocolaterie. Oui. Alors, il faut savoir que la Franche-Comté, c'est un beau terroir de chocolatiers. Alors,
et rappelons quand même, parce que moi j'ai toujours besoin de faire des petits cours de géographie, hein, pour ceux qui n'ont aucune idée d'où se trouve Belfort. On est au sud de l'Alsace, on est à l'est de la Franche-Comté et on est à la frontière de la Suisse allemande. Donc on est vraiment sur des terroirs de moyenne montagne qui donnent du lait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du chocolat en Suisse, c'est grâce au lait. Hein. C'est plutôt le chocolat au lait, le truc des Suisses. Oui, c'est ça, exactement. En France, on est plus sur le chocolat noir et sur la recherche des goûts et des grands crus de chocolat. Mais on fait aussi des très bons chocolatiers. Ouais, en tout cas, c'est juste pour souligner le fait que quand on a une chocolaterie comme la vôtre, cette chocolaterie familiale, c'est un élément important de la vie gourmande d'une belle ville comme Belfort. Oui, exactement. Bon, ça fait partie du patrimoine commun. Alors, ça, une fois qu'on a dit ça, on a dit que la moitié on a fait que la moitié du travail, puisque vous, ce qui m'a sidéré d'ailleurs en voyant votre page Instagram, c'est le travail que vous faites en chocolaterie, parce que je sais l'engouement des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que les jeunes, pour de la belle sculpture, pour du beau modelage. Vous, c'est absolument magnifique, et en plus, vous avez un univers qui va rechercher dans la bande dessinée, dans le dessin animé, dans le film d'animation. Oui, voilà. Après, c'est varié. Je travaille surtout essentiellement sur l'inspiration de la culture pop. Ouais. Et après, je travaille mes sculptures de manière purement artistique. Là, sur mes sculptures chocolat, je me détache complètement de l'aspect chocolat, même si la matière est chocolat. Et je travaille la culture comme on pourrait travailler l'argile ou un tout autre matériau artistique. Donc on est vraiment dans la matière artistique pure. Ouais, la matière artistique est plutôt par moulage que par sculpture, s'il faut faire le distinguo. Parce qu'on voit Patrick Roger qui part, par exemple, de blocs bruts et qui va tailler comme un sculpteur. Vous, c'est plutôt du moulage de forme, de pièces. Non, c'est pas du moulage, c'est du modelage essentiellement. C'est du modelage, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je fais les deux. Je travaille sur la sculpture, notamment sur les bustes, où là, je pars sur un bloc que je vais tailler. Ouais. Donc ça, c'est la partie sculpture par retrait. Oui, c'est ça, sculpture, pour m'en parler. Ouais. Et aussi sculpture par modelage, où là, je travaille le chocolat comme de l'argile. Donc tout simplement, on ouvre on met le chocolat 24 heures dans une étuve de précision à 33 degrés, ventilée pour bien répartir le courant d'air à l'intérieur. Et après, je modèle ce chocolat exactement comme de l'argile. On pourrait très bien prendre une tablette de chocolat, 70%, la mettre dans une étuve à 33 degrés, et on en fait ce qu'on en veut. Comme une pâte à modeler, en fait, un peu. Ouais. Ah oui, c'est étonnant ça. Oui, d'accord. Donc il se décristallise, en quelque sorte. Il se ramollit suffisamment pour être modelable. C'est ça. Donc là, à 33 degrés, on n'a qu'une partie des molécules qui sont à l'état de fusion. D'accord. L'autre moitié est à l'état solide. Donc ça permet d'avoir vraiment une pâte prête à être modelée. Alors, il faut dire que ça, vous le faites. Combien vous faites d'ateliers dans l'année dans votre école de chocolaterie ? Alors, je fais 4 à 5 ateliers. Ça dure une semaine à peu près, c'est ça ? Ouais, 6 jours, c'est ça. D'accord, mais ça s'adresse aux professionnels du coup ? Alors, aux professionnels principalement, des chefs chocolatiers et des chefs pâtissiers. Oui. Après, on a aussi une clientèle d'amateurs qui sont passionnés par la pâtisserie, des food pâtisseries qui sont vraiment aussi investis que des professionnels, j'ai envie de dire. C'est un peu plus rare, mais ça arrive, qui participent à nos ateliers. Et en plus, vous portez la bonne parole à l'étranger, notamment pour la marque Valrhona, qui est notre plus belle marque de chocolaterie dans le monde. Donc vous allez où, par exemple, faire des sessions où ? Alors, je suis allé 5 fois à Tokyo, l'école Tokyo de Valrhona. D'accord. Je suis allé à Bangkok en 2023 pour le nôtre. D'accord. Et là, je vais en septembre à Dubaï, à l'école Valrhona Dubaï qui vient d'ouvrir. Parce qu'il y a une demande du savoir-faire français, partout dans le monde, sur le chocolat. Le chocolat et la pâtisserie, voilà, exactement. Les chefs français sont très convoités, on va dire, à l'international. Notamment au Japon et à Dubaï. Alors, moi, je vous invite évidemment, si vous nous écoutez, à aller voir la page Instagram ou le site. Pouvez nous donner d'ailleurs votre pseudo sur Instagram ? Alors, Paul.Klein chocolatier.
Bon, K-L-E-I-N, on s'en doute. Et ça permet de voir la beauté de ce que vous faites et surtout d'avoir peut-être les dates des futurs ateliers, parce que si on veut s'inscrire, si on a vraiment cette passion, alors si on est un professionnel, vous êtes sûrement informé par les organes de la profession, hein, de chocolatier, par les différentes fédérations, mais si vous êtes un amateur expert, prêt à vous lancer à corps perdu dans une passion comme celle-là, c'est possible aussi, comme le disait Paul à l'instant. Il faut avoir un certain niveau quand même, hein, quand on arrive chez vous, j'imagine, pour un atelier, pour un stage d'une semaine. Alors il faut quand même toucher un peu le chocolat, et aussi il faut avoir un ressenti artistique, c'est-à-dire qu'une personne qui fait de la sculpture, du modelage ou même de la poterie peut très bien s'en sortir. Être habile de ses doigts, quoi, on va dire, d'une certaine manière. Exactement. En fait, finalement, une personne qui fait de la poterie, de l'argile ou de la sculpture va très bien s'en sortir, même s'il n'a que des simples bases en chocolaterie. Ah, c'est intéressant ce que vous me dites là, parce que moi, j'envisageais pas ça comme ça du tout. En fait, vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux avoir une fibre ou une formation artistique que chocolatière. C'est ça, exactement. En fait, au début du cours, je fais toute une partie théorie sur le travail du chocolat. Oui. Et notamment la fonte et la recristallisation et le travail des courbes de température, j'imagine, hein, parce que c'est quand même la base. Ouais. Et quand les participants arrivent, le chocolat est prêt directement à être travaillé. Il est déjà préparé la veille dans une étuve. Il n'y a plus qu'à ouvrir les tubes et on s'en sert exactement comme de l'argile. Oui, mais dites donc, est-ce qu'on est obligé de travailler en atmosphère chaude? Parce que ça refroidit vite quand ça sort de l'étuve, non? Ouais, alors justement, on travaille, ça refroidit vite. Alors pour ce qui est modelage, on va varier la température tout au long de la journée sur les différents éléments qu'on est en train de faire. Par exemple, si on est en train de faire des petits éléments comme les paupières autour des yeux, là on va augmenter la température du laboratoire à 23-24 degrés. Et à l'inverse, si on est en train de faire de l'assemblage, si on est en train de coller notre tête qu'on a modelée pendant 2 jours, ça ferait 2 jours le modelage de la tête sur le buste qu'on a sculpté. Et là, on va mettre une température entre 18 et 20 degrés. Et est-ce qu'on repart avec la pièce qu'on a fabriquée? Alors, c'est une possibilité. Il y a des stagiaires qui viennent pour repartir avec la pièce. J'ai des clients qui ont des boutiques, par exemple, qui cherchent à exposer une pièce pour les fêtes. Oui, bien sûr, pour un décor qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de faire chasse chez eux. Oui, et puis ils veulent être coachés un peu aussi, non? C'est mieux de vous avoir derrière eux. C'est le but du cours. Et donc, ils viennent la faire avec moi. J'ai une partie de ma clientèle qui viennent pour ramener leurs pièces et exposer dans la vitrine. Oh là là, moi, ça me fait rêver et je suis sûr que les amateurs de chocolat qui ont envie de mettre la main à la pâte de chocolat, eh bien, ça doit les intéresser aussi. Restez avec moi, Paul Klein, parce que on revient ensemble, on va parler confiserie. Et là, c'est une autre corde à votre arc. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours avec Paul Klein, chocolatier à Belfort, dans le territoire de Belfort, Franche-Comté, hein, je le rappelle, aux marches de la France, entre l'Alsace et la Suisse. Oui, la Suisse alémanique, effectivement. Territoire de Belfort, où l'on apprend à faire du chocolat, on l'a entendu il y a quelques minutes. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect, on va tomber dans le bonbon. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Paul Klein, la confiserie, eh bien, je dirais que c'est une autre corde à votre arc, puisque ce n'est pas obligatoire d'être chocolatier et confiseur. On peut faire ou l'un ou l'autre, ou les deux, comme c'est le cas pour vous. Oui, exactement. Voilà, je me suis passionné très tôt lors de mon entrée dans le métier pour la confiserie. Et j'ai essayé de faire évoluer le savoir-faire que j'ai sur la confiserie. Et je suis toujours dans la recherche de nouveautés, de créations et de techniques nouvelles pour améliorer ce savoir-faire. Alors, il faut savoir que le chocolat, évidemment, c'est très à la mode, en tout cas très à la page. On en parle énormément. Les bonbons, beaucoup moins, parce que on peut dire que dans un monde de confiseurs qui était extrêmement foisonnant, où il y avait des spécialités partout en France, parce que la confiserie, c'est le travail du sucre, pour faire simple, au départ.
Et ça a un peu été malheureusement, annihilé par malheureusement les prises de marché de l'industrie du bonbon. Et je veux pas citer des marques, mais qui me laissent un peu froid et je les ai un peu en travers de la gorge. Et du coup, l'industrie du bonbon, du mauvais bonbon souvent, a tué cette belle confiserie française. Oui, c'est pas faux, mais là on y revient depuis déjà quelques années. Il y a une très forte demande des professionnels de la chocolaterie pour relancer une gamme de confiserie. C'est un produit qui va bien notamment en ce moment au mois de mai, juin et tout au long de l'été, parce que c'est un produit qui résiste mieux à la chaleur que les bonbons de chocolat. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et on a une demande des clients aussi à revenir chercher des produits authentiques. Avec des vrais purées de fruits à l'intérieur, parce que la confiserie c'est le travail du sucre, mais c'est aussi le travail de la conservation des fruits à travers les bonbons, les pâtes de fruits. Oui, le bonbon est aux fruits en confiserie, ce que l'eau de vie est aux fruits en spiritueux, c'est-à-dire conserver l'arôme du fruit quand on ne savait pas les conserver par le froid jadis, quoi. Tout à fait. Et on a notamment les fruits confits qui sont un peu à la base de la confiserie, dont on récupérait le sucre de cuisson pour en faire des bonbons. Exactement. Les premiers berlingots, par exemple, c'est venu comme ça. Les berlingots de Carpentras, les fameux. Alors vous, du coup, moi, c'est un truc qui m'a fasciné quand j'étais un peu plus jeune, et je reste fasciné par ce tour de France des bonbons. Vous avez dû faire votre comme une sorte de compagnonnage. En tout cas, vous n'avez peut-être pas été partout, mais vous avez fouillé pour trouver toutes ces spécialités. C'est ça, puis je continue encore de fouiller pour essayer d'élargir un peu la gamme et d'en faire le plus possible, d'avoir une belle gamme de confiserie du patrimoine français. Alors moi je vous donne les miennes, mes petits chouchous, on va dire. Tiens, chouchou, ça pourrait en être un. J'aime beaucoup les bergamotes de Nancy. Que je trouve un sucre cristal à la bergamote, c'est-à-dire vraiment arôme bergamote. Il y avait un bonbon qui existait jadis, s'appelait le suce-miel d'Allo, à Loches, ça s'écrit à Loches, c'était à côté de Marseille, c'était une sorte on va dire vous savez, de caramel un peu tendre avec ce goût de miel, donc c'était très intéressant. Et puis alors le Négus de Nevers. Un caramel dans un sucre cristallisé, transparent. Dès qu'on commence à voyager, et puis évidemment les pralines en région lyonnaise. Mais vos favoris, c'est quoi ? Le Négus de Nevers aussi, c'est une confiserie que j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est formidable. Dans mes formations. Ouais. Un caramel chocolat avec un grand cru chocolat. Et l'abyssin, le même au café, parce que c'est les deux copains. Et ça, vous montrez comment on fait un Négus. Ouais. Oui, c'est ça, revisité. Ah oui, parce que c'est une marque déposée, donc on peut pas copier quand même, mais on peut le faire à sa sauce. Quoi d'autre ? Les calissons, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ah oui, c'est merveilleux. Melon confit, amandes et sucre. Ouais. Les calissons, une recette authentique du patrimoine français. Après, les pâtes de fruits, les nougats. Moi, mon coup de cœur, c'est le nougat. Ouais. Le nougat, au miel, du coup ? Au miel ou au sucre ? Au miel de lavande. D'accord, comme on le fait dans le pays de Sceaux, derrière le Ventoux. Là, on a une texture et un parfum incroyable. Je voulais vous parler du calisson parce que c'est marrant, vous êtes franc-comtois, dont vous êtes un peu fasciné par les confiseries provençales, parce qu'il y a des goûts du sud qui doivent vous parler, vous chatouiller les papilles. Qu'est-ce qu'on met ? C'est quoi ce glaçage sur le calisson là qui croque un peu ? Alors le calisson, du coup, la pâte de calisson, c'est un tiers d'amande, un tiers de sucre et un tiers de melon confit. Ouais. Et le calisson, c'est des blancs d'œufs avec du sucre glace. C'est à peu près 5 fois son poids, 5 fois le poids des blancs d'œufs en sucre glace, mélangé avec un petit filet de jus de citron. Ouais. C'est étalé sur notre pâte à calisson. On a des poussoirs en piston qui permettent de faire sortir le calisson. Ouais. Et après, ça passe au four pour saisir le glaçage et cuire la pâte 9 minutes à 170 degrés. C'est une sorte de glace royale, mais solide, quoi. Ah oui, tout à fait. Comme on pourrait trouver sur le gâteau nantais, plus friable, c'est-à-dire au fond juste sucre, blanc d'œuf, quoi. Tout à fait, ou alors sur la conversation. Ah, la conversation. Quel beau gâteau qui a disparu pratiquement des pâtisseries aujourd'hui,
On n'en trouve plus. C'est comme les allumettes. Vous savez, partout où on fait du millefeuille, mais on fait plus trop d'allumettes fourrées avec une crème pâtissière ou une crème diplomate. C'est ça. Mais ça veut dire que si vous avez cet amour pour les bonbons traditionnels, parce que j'ai vu aussi que vous avez une machine à extruder pour faire des bonbons, vous faites même des rouleaux de réglisse. La pâte de réglisse, vous la faites vous-même ? Oui, bien sûr. Ah là là, à partir de la racine. On travaille avec, à partir de poudre de réglisse. De poudre de réglisse, comme ce qu'on trouvait dans l'anthésite, cette boisson d'un autre temps. J'ai l'impression de parler d'un truc de préhistoire, là. Et donc, c'est... La réglisse, c'est un sirop de sucre avec de l'amidon et de la farine. Ouais. Et on la cuit 50 minutes à 90 degrés dans un cuiseur. Ouais. L'équivalent d'un Thermomix, si vous voulez. Ouais. Et on ajoute de la gélatine. Et après, on vient les dresser à la poche avec une douille chemin de fer sur des tapis. Une douille chemin de fer, j'adore la précision. C'est-à-dire, ça a quelle forme, la douille chemin de fer ? C'est comme un rail, un rail avec une rainure au milieu, c'est ça ? C'est ça, c'est une douille plate, aplatie. Ouais. Et ça, c'est une petite douille pour le réglisse chemin de fer qu'on utilise qui fait 1 cm d'ouverture. Ouais. Et après, on vient pocher notre réglisse et le rouler 2 heures plus tard. Mais ça, le réglisse, c'est merveilleux. Alors, il paraît qu'il ne faut pas en manger trop parce que c'est un excitant cardiaque. Ça peut donner des palpitations, le réglisse. Exactement. Le ou la réglisse. Moi, j'ai jamais su. J'ai toujours dit la réglisse, mais c'est peut-être parce que c'était la pâte de réglisse ou la poudre de réglisse. Encore, là, on a beaucoup parlé de bonbons de spécialité du Sud. On n'a pas beaucoup parlé de bonbons aux fruits. Vous faites des moulages de certains bonbons dans l'amidon, parce que moi, je trouve ça toujours fascinant quand on voit certains chocolats, ça existe aussi, mais souvent, on moule dans l'amidon. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors l'amidon, en fait, c'est une technique de moulage de bonbons traditionnelle qui date du 19e siècle. Ça a été découvert un peu par hasard. Donc, on va faire nos coffrages d'amidon. Donc, c'est des coffrages en bois. L'amidon, il faut le laisser sécher au moins 3 à 4 semaines dans une étuve qui soit bien pour pouvoir être emprunté. C'est un amidon de maïs. Et après, on vient avec des empreintes en plâtre. Donc, c'est vraiment des empreintes... Faire une empreinte en creux, comme un petit moule dans l'amidon, c'est ça ? Ouais, c'est vraiment du plâtre, des petits plâtres. Les plâtres que j'utilise datent du début du XXe siècle. D'accord. Donc, ils sont assez anciens. J'en ai des plus récents aussi. Après, on vient emprunter ça dans le plâtre. Et on vient couler toutes sortes de bonbons. Ça peut être du fondant, des bonbons vraiment traditionnels, de la guimauve ou des bonbons gélifiés, comme par exemple en ce moment on a une gamme au magasin pour l'été de dérivés du crocodile. Ah, génial. Ah ouais, j'aime bien cette idée. Oh là là. Et du coup, tout ça, vous le montrez dans votre stage de confiserie ? Oui, tout à fait. Et puis là, on a de la chance d'être au printemps, donc une saison assez estivale. On a pas mal de fruits. Et sur les prochains stages de l'été, là, on va travailler avec des fruits frais. Et après, on va transformer ces fruits en toutes sortes de confiseries. Bien sûr, la pâte de fruits, fondant, bonbons gélifiés, une variété de caramel, par exemple. Ah ouais. On peut vraiment avoir une très large gamme de confiseries. Ça me cause. Moi, il y avait un bonbon dans mon enfance que je n'ai plus jamais regoûté. Il faut dire, je mange pas beaucoup de sucre, mais je trouvais ça fascinant. Sont ces bonbons de forme un peu ovale, un peu épais, qui étaient des bonbons aux fruits dont l'extérieur était en fait une coque en sucre un peu cassante, mais dedans c'était tout moelleux. Comme une gelée. Enfin, ça restait un peu gélifié à la fraise, à la cerise. Les bonbons fourrés fruits, c'est ça. Moi, c'est une de mes spécialités. Ah là là, comment vous appelez ça ? Les bonbons fourrés fruits. Fourrés fruits, bah voilà, c'est ça, le bonbon, le vrai bonbon fourré fruits, qu'on vendait dans sa petite papillote solitaire. Enfin, je veux dire, ils étaient vendus chacun dans sa papillote, C'est ça. Moi, je l'ai fait en forme de coussin. D'accord, c'est ça. Détaillé dans un boulier. Et j'ai une gamme assez variée. Il y a aussi son cousin, le feuilleté praliné. Ah là là, oui, ça c'est merveilleux. Ah oui, alors là, c'est dingue. À la noisette et aux amandes. Bon, c'est bon, on vient à Belfort. Arrêtez tout. C'est quand le prochain stage confiserie ? C'est au mois d'août, ça. Ah, mois d'août, ça laisse le temps de réunir les fonds nécessaires, de faire la valoche et de venir vous voir, Paul Klein, je le rappelle, qui est chocolatier, confiseur et surtout maître d'apprentissage pour tous ceux qui sont des gourmands qui ont envie d'y aller. C'est à Belfort, en Franche-Comté. Merci, Paul. Voilà, l'émission
mission s'achève. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie d'apprendre plus encore dans ces métiers de bouche. Remarquez, c'est un peu ma mission dans cette émission également, de vous faire connaître la gastronomie et l'alimentation. J'espère que je réussis pas trop mal. Allez hop, dans 2 minutes, les infos de 11h. Puis comme chaque dimanche, ce sera au tour d'Alexandre Devecchio en toute vérité. Bon dimanche à tous. À l'écoute de nos programmes, vous allez apprendre des tas de trucs. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.